Module Éducation au contrôle des symptômes. Domaine de compétence numéro 1. Reconnaître les signes d'alarme d'une rechute. Alors Jean, tu retournes à la maison aujourd'hui. Je suis content de voir que ça va mieux. Ouais, moi aussi. Avant ton départ, j'aimerais que nous parlions de la façon de mieux contrôler ta maladie dans l'avenir. Ah oui, d'accord. Je veux vraiment pas être obligé de revenir à l'hôpital. C'est la 4e fois, je trouve ça épouvantable. J'ai encore perdu mon emploi. Il faut toujours que je reprenne à zéro. Oui, je sais. Mais il existe vraiment des moyens que nous pouvons essayer pour prévenir une rechute. Le premier, c'est que tu prennes tes médicaments chaque jour, exactement de la façon prescrite. Ah d'accord. Je le fais toujours. Bien. Je suis heureux de constater que tu comprennes à quel point c'est important. Mais il y a aussi autre chose que nous pouvons faire pour t'aider. Voyons voir comment ça s'est passé avant ta dernière hospitalisation. Te souviens-tu à quoi tu pensais, comment tu te sentais avant de devenir très malade? Bon. Tout ce que je me souviens, c'est que les voix étaient tellement fortes dans ma tête que j'arrivais plus à rien faire. Je pensais que j'allais exploser. Et c'est ce qui t'a finalement conduit à l'hôpital. Mais moi, je parle des choses qui se sont passées avant ça. Certaines personnes éprouvent infailliblement des symptômes quelques jours ou quelques semaines avant un épisode psychotique. On appelle ça des signes d'alarme. Ouais, mais je comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, les signes d'alarme t'informent qu'une rechute est peut-être sur le point de se produire. Prenons un exemple facile. Le rhume. As-tu déjà remarqué comment tu te sens avant d'avoir le rhume? Tu n'es pas dans ton assiette, ça te gratte un peu dans la gorge, un peu douloureux, tu as du mal un peu partout. Ouais. Eh bien, ces signes te disent que tu vas avoir le rhume. Le même genre de signes existe aussi dans le cas de la schizophrénie. Certaines personnes ont de la difficulté à dormir, se sentent irritables. D'autres sont très joyeuses ou au contraire très déprimées. Ces signes apparaissent quelques jours ou quelques semaines avant une rechute psychotique. On appelle ça des signes d'alarme. OK. Je pense que je comprends. Je me souviens m'être senti très nerveux, juste avant d'être malade aussi. Et j'avais beaucoup de difficultés à dormir. C'est de ça que vous parlez? Oui, exactement. Ce dont tu viens de me parler, bien, ça peut fort bien que ce soit quelques-uns de tes signes d'alarme. Une des premières choses que nous devons faire maintenant, c'est de trouver le plus grand nombre possible de ces signes, afin que tu puisses les reconnaître dès qu'ils apparaîtront. Qu'est-ce que ça va me donner? Eh bien, en sachant ce que ces signes ou ces indices signifient, tu peux les reconnaître dès qu'ils se manifestent. Alors nous pourrons peut-être prendre des moyens pour éviter une rechute. Par exemple, augmenter ta médication pour un temps. Ou si tu vis une situation stressante, diminuer ton stress. Chaque cas est particulier. Cela dépend des signes d'alarme de chaque personne et de ce qui les cause. Bien, mais comment est-ce que je peux voir, moi, quels signes apparaissent chez moi? Ça, c'est un peu compliqué. Nous aurons donc besoin de personnes qui sont près de toi, qui te connaissent bien. Je présume que dans ton cas, ça pourrait être ta mère, puisque tu vis chez tes parents. Pourquoi est-ce qu'il faut la mêler à ça? Parce que les personnes qui te connaissent bien peuvent remarquer en premier certains comportements dont tu pourrais n'être pas conscient. Comme par exemple lorsque tu t'isoles ou que tu deviens irritable. Il est fort possible que ce soit ta mère qui s'en rende compte en premier. Par contre, toi aussi, tu peux reconnaître certains signes en premier, comme lorsque tu as des idées ou des pensées bizarres.
Nous travaillerons donc tous ensemble à tenter de reconnaître tes signes d'alarme. Ainsi, tu pourras mieux contrôler ta maladie. Ça te va? Puisque vous le dites, je suppose que oui. Est-ce que vous allez l'appeler pour lui en parler? Bien sûr. Et je vais aussi demander à ta thérapeute, Madame Côté, de venir. C'est bien ça, Madame Côté? Ah oui. Nous sommes heureux que vous ayez pu venir, Madame Landry. Madame Côté et moi désirions vous parler des différents moyens que pourrait prendre Jean afin de diminuer les risques d'une rechute. La première étape consiste à identifier les signes d'alarme qui apparaissent chez Jean. Je ferai tout ce que je peux pour aider, mais j'avoue que je suis un peu perdue. Quelle est la différence entre les signes d'alarme et les symptômes réguliers? Les symptômes réguliers nous indiquent qu'une personne souffre de schizophrénie. Il peut s'agir d'hallucinations auditives ou visuelles, la personne entend des voix ou a des visions, de l'incohérence dans les idées, des convictions erronées, des pensées bizarres que personne ne partage. Vous voulez parler des symptômes de psychose? Oui, c'est bien ça. Dans le cas de Jean, par exemple, les voix étaient toujours présentes et il n'arrivait plus à fonctionner ni à entrer en relation avec les autres. Les symptômes étant devenus incontrôlables, il eut une rechute. Oui. C'est ça qui s'est passé la dernière fois. Et c'est ce qui t'a finalement conduit à l'hôpital. Mais il arrive que les signes d'alarme apparaissent quelques jours ou quelques semaines avant qu'ils deviennent incontrôlables. On pourrait donner comme signe d'alarme un sommeil perturbé, le manque d'appétit, de la difficulté à se concentrer, une humeur dépressive, une tendance à l'isolement ou de l'irritabilité. Je me souviens qu'il ne dormait pas très bien et qu'il était plus irritable que d'habitude. Il avait également cessé de voir ses amis, mais je me disais simplement que quelque chose l'ennuyait. C'était probablement des signes d'alarme. Il avait aussi de la difficulté à se concentrer, comme quand il entend des voix. Ouais. C'est vrai que les voix étaient plus fortes que d'habitude. Ça arrive de temps en temps. Sauf que là, il était toujours de plus en plus forte. Oui, Jean, je sais que tu entends souvent des voix. C'est un symptôme persistant. Mais en général, tu arrives tout de même à bien fonctionner. Quand ces symptômes commencent à augmenter, il se peut fort bien que ce soit un signe d'alarme. Alors, si tu t'en aperçois, dès qu'ils se manifestent, nous pouvons peut-être intervenir et empêcher qu'ils deviennent incontrôlables. Je comprends pas. Comment est-ce que je peux faire la différence? C'est vrai que c'est compliqué. Parce que certains symptômes peuvent ressembler à des signes d'alarme. Non seulement un symptôme comme tes voix, mais aussi les effets secondaires de ta médication ou des changements d'humeur. Mais ça, tu n'es pas obligé de faire la différence. C'est notre travail. C'est vrai, Jean. On ne s'attend pas à ce que tu connaisses la cause exacte de chaque symptôme qui se manifeste. Tout ce qu'on veut, c'est te sensibiliser à l'existence de ces différents facteurs. Je comprends. Bon, eh bien, moi, je dois partir. Je vais te laisser avec ta thérapeute, Madame Côté. Elle répondra à tes questions si tu en as. Merci, docteur. Au revoir. Bon, je vais donc apprendre c'est quoi mes signes d'alarme. Oui, j'ai ici une liste de contrôle qui comprend certains signes d'alarme communs. Hein? On va la parcourir ensemble afin d'identifier les symptômes particuliers dont toi, tu as fait l'expérience. OK. Il y en a beaucoup. Oui, oui, je sais, mais de les parcourir tous, ça va nous aider à reconnaître tes signes d'alarme à toi, d'accord? Puis en même temps qu'on parcourt la liste, Jean, essaie de te rappeler autant que tu peux comment tu te sentais quelques semaines avant de tomber vraiment malade. Bien? OK. Bien. Et quant à vous, Madame Landry, puisque vous avez observé des comportements que Jean peut ne pas avoir remarqués, eh bien,
Vous allez nous aider à trouver des réponses. D'accord. Ça va? Alors, on y va? Très bien. Le premier énoncé dit « Je n'ai le goût de rien faire ». Et toi, est-ce que ça t'arrive, ça, Jean? Ouais, de temps en temps. Ben, avant d'être malade, là, j'avais tellement de difficultés à me concentrer que j'avais pas le goût de rien faire. C'est vrai, il y avait du mal à démarrer le matin. Bon, eh bien, coche cet énoncé-là dans la colonne « Juste avant d'être malade ». Tiens, prends le crayon. Et puisque tu éprouvais de la difficulté à te concentrer, coche également le numéro 4 qui dit « J'ai de la difficulté à me concentrer ou à associer mes idées correctement ». Ça va? Oui. Bien. Le prochain énoncé, lui, dit, c'est le numéro 2, « Je ne m'intéresse ni à mon apparence, ni à ma tenue vestimentaire ». Est-ce que ça s'applique à toi? Non, je pense pas. D'habitude, j'aime bien paraître, là. Sauf que quand je suis tombé malade, là, c'est comme si je voyais plus l'intérêt de me soucier de mon apparence. C'est vrai qu'il a négligé son apparence quand il est tombé malade, mais ça avait commencé avant sa maladie. Je devais te rappeler de te coiffer. Et je me souviens, c'est à ce moment-là que je sortais tes vêtements pour que tu te changes. Tu te souviens? C'est vrai. Bon, alors coche cet énoncé-là dans la même colonne. Ça va? OK. Oui. Maintenant, on va passer au numéro 3 qui dit « Je me sentais découragé quand je songeais à mon avenir ». Ah, c'est sûr que je l'étais, là, quand je me suis retrouvé à l'hôpital. Ah oui, il était très déprimé. Oui, c'est vrai. Je me souviens qu'il a continué à être déprimé encore quelque temps. Mais ça, c'est le numéro 14 dans la liste. On va aller le voir ensemble. Hein? Je me sens déprimé. Coche-le. Et maintenant, est-ce que tu te sens déprimé seulement avant d'entrer à l'hôpital? Oh non. Même quand je suis pas malade, je me sens pas déprimé. Bon, mais dans ce cas-là, coche dans la colonne « fréquemment ». D'accord? Vis-à-vis le numéro 14. Et maintenant, on va revenir au numéro 3 qui dit « Songer à mon avenir me déprime ». Est-ce que tu dirais que tu te sens découragé, toi aussi, par rapport à ton avenir? Ah oui, beaucoup. Très bien. Alors, coche en dessous de « fréquemment ». Je me souviens aussi que j'étais très nerveux, très tendu, là. Ah oui? C'était extrêmement pénible. Là. Bon. Eh bien, ça, Jean, ça peut être aussi des signes d'alarme. Regarde, c'est le numéro 13 dans la liste. Je me sens nerveux et tendu. Alors, tu le coches aussi. Bien. Je trouve que nous avons coché beaucoup de symptômes. Oui. S'agit-il dans tous les cas de signes d'alarme? Non, 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 non. Pas forcément. La prochaine étape consiste à reparcourir toute la liste afin d'identifier les symptômes qui apparaissent clairement comme étant des signes d'alarme. Par exemple, Jean, tu as dit que tu avais souffert d'insomnie. Combien de temps à peu près avant de tomber malade est-ce que c'est arrivé? Ouais, ben... Je sais pas, je dirais que j'ai commencé à avoir des problèmes d'insomnie environ 2 semaines avant d'être vraiment malade. Là. Oui, c'est ça. Et en plus, il était irritable et difficile à vivre. Bon, tu vois, tu as souffert d'insomnie et d'irritabilité 2 semaines à peu près avant de tomber malade. Eh bien, dans ton cas, ça peut être des signes d'alarme. Tiens, tu vas les écrire sur cette feuille. Première ligne, tu écris insomnie. Et la deuxième, irritabilité. Bien. Par ailleurs, tu es normalement soucieux de ton apparence, hein? Cependant, avant de tomber malade, ça a été différent. Mais combien de temps est-ce que ça a duré ça, avant que des symptômes plus graves apparaissent? Je sais pas, environ 1 semaine, je pense. Oh oui, ça a duré au moins 1 semaine. Ben, j'avais pas envie de voir personne, donc
me souciais pas de mon apparence, là. Bon, tu vois, ça aussi, ça peut être des signes d'alarme. Tu vois, parmi tous les signes que tu as cochés, je pense que les 4 derniers apparaissent comme étant des signes d'alarme certains. Hein? Insomnie, irritabilité, et maintenant tu vas écrire solitude, recherche de la solitude. Et manque d'intérêt pour ton apparence. Bon, à l'avenir, il va falloir que tu sois très, très, très attentif à toute manifestation de ces symptômes-là. D'accord? Nous allons maintenant préciser la gravité de chaque signe d'alarme, hein, selon que toi, Jean, tu le considères comme grave, moyen ou léger, modéré. Hein? Commençons par le sommeil perturbé. Comment dirais-tu qu'est ton sommeil quand tu as passé une bonne nuit de sommeil? Bon, d'habitude, je vais au lit vers 11 heures et je m'endors immédiatement. Dans ces cas-là, je me réveille vers les 7h30 le lendemain matin. Ça, c'est ce que j'appellerais une bonne nuit de sommeil, là. Bien. Maintenant, comment qualifierais-tu ton sommeil quand il est légèrement perturbé? Ben, je pense que ce serait quand ça me prend un petit peu plus de temps à m'endormir, là. Dans ces cas-là, je me tourne, je me retourne, je pense beaucoup. Bon, nous dirons que le symptôme est léger quand tu n'arrives pas à trouver le sommeil tout de suite. D'accord? Alors, on va écrire ça sur la feuille. Le symptôme est léger quand? La 3e ligne. Et maintenant, comment décrirais-tu ton sommeil quand c'est plus grave, quand tu n'arrives vraiment pas à dormir? Il reste debout dans la maison toute la nuit, à faire les 100 pas. Il ne dort pas du tout dans ce temps-là, et moi non plus. Ouais, mais ça, c'est quand ça va vraiment mal, là. Bon, dans ce temps-là, je suis nerveux, je suis très tendu, là. Ça devient comme pratiquement impossible de dormir, là. Mm-hmm. Alors ça, c'est une situation où on peut dire que tes ennuis de sommeil sont graves. Hein? Donc, on va définir la gravité sur la feuille. Hein, le symptôme est grave quand, et on va écrire faire les 100 pas toute la nuit. Ça va? Oui, OK. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a au milieu, entre grave et léger? Qu'est-ce qu'on pourrait écrire à modérer? Bon, c'est à peu près ce que j'ai dit pour léger, là, sauf que ça peut me prendre peut-être un petit peu plus de temps à m'endormir, là, et je peux me réveiller à quelques reprises durant la nuit, là. Bon, alors c'est ce qu'on va écrire à le symptôme est modéré quand? Eh bien, Jean, qu'est-ce que tu penses du travail qu'on a fait jusqu'à maintenant? Ah, c'est bien. C'est drôle, je pensais que ça allait être dur, mais finalement, ça l'est pas vraiment. Ah non, c'est drôle, j'avais jamais vu mes symptômes de cette façon-là avant. Bien. Maintenant, rappelle-toi bien que nous, notre objectif premier, c'est de t'aider à identifier tes symptômes. Hein? Plus tu vas être conscient des changements qui s'opèrent en toi, plus ça va être facile pour toi de faire quelque chose. Mais c'est quoi je suis censé faire? Bon. Tu peux d'abord contrôler tes signes d'alarme chaque jour. Regarde bien. Cette feuille, appelée feuille d'évaluation des signes d'alarme, va être très, très utile. Ça a l'air compliqué. Non, 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 non. C'est pas aussi compliqué que ça en a l'air. Je vais vous montrer tous les deux comment l'utiliser. D'abord, Jean, tu vas écrire à gauche tes signes avant-coureurs. Commençons par insomnie. D'accord? Ensuite, on va remplir la feuille pour aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le 29. On va aller au 29. Maintenant, dis-moi, comment a été ton sommeil la nuit dernière? Ben, j'ai bien dormi. Bien. Dans ce cas-là, tu vas noircir la case vis-à-vis de symptômes non présents, symptômes absents au 29. Tu comprends? Tu noircis la case au 29 en bas. Si au contraire,
hein? T'avais éprouvé le symptôme. T'aurais dû, toi, décider de sa gravité, selon qu'il était grave, modéré ou léger, et noircir la case appropriée, en dessous du 29. Tu comprends bien? Oui, OK, oui. Bien. Bon, maintenant, tu vas faire ça tous les jours pour chaque signe avant-coureur. D'accord? Après un certain temps, tu vas t'apercevoir que les cases noircies forment une ligne plus ou moins droite. Hein? Regarde un exemple d'une feuille d'évaluation après quelques semaines. Tu vois? Ah, OK. Ah, je comprends. Alors, si la ligne est droite, tout va bien. Et si la ligne monte, ça veut dire que les signes d'alarme s'amplifient, c'est ça? Exactement. Maintenant, Jean, la chose la plus importante à te rappeler, c'est que dès que tu observes une modification dans les symptômes, que tu observes des symptômes, tu en parles d'abord à ta mère et ensuite, vous décidez tous les deux quand vous allez m'appeler. D'accord? Domaine de compétence numéro 2. Réagir aux signes d'alarme. Bonjour Jean, Madame Landry. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? J'ai pensé que nous devions venir immédiatement. Les signes d'alarme de Jean réapparaissent depuis quelques jours. Ah oui? Et qu'est-ce que vous avez noté? Eh bien, nous avons surveillé ces signes tous les jours, pendant des mois, exactement comme vous nous l'aviez suggéré. Jean a très bien rempli sa feuille d'évaluation. Et montre à Madame Côté ta feuille d'évaluation, Jean. Montre-lui, toi. C'est toi qui voulais venir ici. Bon. Je pense que je devrais y jeter un coup d'œil, hein? Merci. J'ai rempli les cases, là, comme vous aviez dit. Eh oui, je vois. Tu as fait de l'excellent travail, Jean. On dirait que tu as eu de la difficulté à dormir. Pour ça, oui. Hein. Il fait du bruit dans la maison toute la nuit. Et puis, il s'isole de nouveau. À chaque fois que quelqu'un vient chez nous, il sortit dans sa chambre. C'est vrai, ça, Jean? Ben, il m'arrive simplement d'avoir envie d'être seul. Ah, ça, c'est tout à fait normal. Tout le monde a besoin de son intimité. Cependant, on dirait que c'est un peu plus fréquent que d'habitude. Je vois que tes signes d'alarme ont augmenté au cours des dernières semaines, Jean. Je suis très, très contente que tu aies décidé de venir me voir. C'est pas comme quand j'étais malade. Je l'ai dit à ma mère, mais elle voulait quand même qu'on soit ici. Eh oui, ben, je suis très contente aussi que ta mère ait insisté pour venir me voir. Rappelle-toi, Jean, hein? Tu étais d'accord pour que ta mère t'aide à contrôler tes signes d'alarme. Ah, je sais ce que tu ressens, là. T'as l'impression que ta mère fait pression sur toi, c'est ça? Absolument. Bon. Parlons de ce qui t'amène ici. Comment ça va ces jours-ci? Est-ce que tu prends tes médicaments tous les jours? Oui, j'y prends tous les jours. Alors, qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Hein? Qu'est-ce qui te trouble? Moi, c'est ma mère, là. Elle arrête pas de me tanner les oreilles là, pour que je retourne au cégep. Alors que moi, j'ai même pas envie d'y aller. Je veux même pas y penser, puis t'arrêtes pas de m'en parler tout le temps. J'en ai parlé seulement 1 ou 2 fois. Et je sais simplement que tu trouveras un meilleur travail si tu termines tes études collégiales. Et j'ai pensé aussi que ça te ferait du bien de retourner à l'école. Qu'est-ce que tu penses, toi, du collège, Jean? J'arrive absolument pas à fonctionner à l'école. À toutes les fois que je suis allé, j'ai échoué. Si j'y retourne, je vais échouer encore. Je suis nerveux juste à y penser. Madame Landry, si Jean est aussi réfractaire à l'idée d'aller à l'école, c'est peut-être qu'il a ses raisons, hein? Peut-être que là, c'est pas le bon moment pour lui. Mais j'essaie juste de l'aider. Je sais très bien. Mais pour le moment, ce qu'il faut faire, c'est d'aider Jean à être bien. Se faire pousser pour aller à l'école, c'est peut-être pas une bonne idée. Puis peut-être que le collège, là, pour lui, c'est pas le bon moment du tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suppose que vous avez raison. Je ne veux pas voir Jean malheureux ni de nouveau malade. Je regrette, Georges. Je ne me rendais pas compte du tort que je te faisais.
Ça va. Bon. Alors là, Jean, dans les semaines à venir, il va falloir que tu contrôles très bien, que tu surveilles attentivement, hein, tes signes d'alarme. Sans doute que tu auras besoin de voir le docteur Martin et peut-être aussi qu'il aura à changer tes médicaments. Ouais, mais je vais déjà apprécier beaucoup là, qu'on arrête de me tanner les oreilles avec le cégep, là. Je veux pas y aller, moi. Bonjour Jean, comment vas-tu? Bien, j'étais en forme un bout de temps, là, mais ma mère a commencé à me rabattre les oreilles là, pour que je retourne au cégep, là, puis je commençais à me sentir nerveux, là, puis mes signes d'alarme ont augmenté. Madame Côté, ma thérapeute, elle l'a convaincu d'arrêter de me tanner avec ça, là. Ça a bien été pendant quelques semaines, mais là, je sens vraiment que je vais retomber malade. C'est vrai que tu sembles très agité. Ah oui, je peux pas rester assis en place sans bouger. J'ai l'impression que ma poitrine va exploser. Ça semble beaucoup te préoccuper. Oh, je veux pas retomber malade, mais je veux pas non plus revenir à l'hôpital. Écoute, je sais pas très bien ce qui se passe, mais peut-être qu'à deux, on va le découvrir. Tu dis que tu te sens nerveux, que tu as de la difficulté à demeurer immobile, c'est bien ça? Ah oui. Dirais-tu que tu te sens plus nerveux et préoccupé ou plus agité? Ah, plus agité, je suppose. Est-ce que tu éprouves le besoin de te lever, de bouger? Ah oui, je me sens toujours le besoin de bouger mes pieds. Je peux pas arrêter de bouger, là. Je ne crois pas que ce soit un signe d'alerte. Souviens-toi que nous avons augmenté ta médication il y a quelque temps pour contrôler certains symptômes que tu avais. Ça ressemble beaucoup plus à un effet secondaire de ta médication. Il est quelquefois difficile de faire la distinction entre un signe d'alerte et un effet secondaire de médication. Ouais, je devrais peut-être cesser de prendre mes médicaments, là, parce que j'aime vraiment pas ça, là, me sentir comme ça, là. Je ne crois pas que ce soit une très bonne idée. Si tu cesses de prendre tes médicaments, tu t'exposes à une grave rechute. Alors là, tu seras forcé de retourner à l'hôpital. Ouais, mais j'aime vraiment pas ça, là. Qu'est-ce que je peux faire pour remédier à ça? Comme je ne veux pas diminuer ta dose maintenant, je vais te prescrire un médicament contre les effets secondaires. Je veux que tu le prennes tous les matins et aussi chaque soir avant de te coucher. Vous croyez que ça va être efficace? Ça devrait l'être. Je veux que tu le prennes pour un bout de temps, pour voir ce que ça donne. Ah, d'accord. Je suis d'accord. Bonjour Jean, bonjour Madame Landry. Je suis heureuse de vous voir aujourd'hui. Bonjour, Madame Côté. On dirait que les effets secondaires t'ont causé des ennuis, hein, Jean? Ouais, je pensais que j'allais être encore malade. Oui, ça nous a inquiété un bon moment. Il y a d'abord eu l'apparition des signes d'alarme, puis ces fameux effets secondaires qui étaient pas mal sérieux. Et là, comment tu te sens maintenant? Ben, le docteur Martin m'a prescrit un autre médicament là, contre les effets secondaires. Ça va mieux. Je pensais que j'allais encore me retrouver à l'hôpital, là. Après tout ce que Jean a traversé ces derniers temps, je me demande ce qu'il faut faire quand ce genre de choses arrive. Ouais, des fois, je sais que j'ai un problème, là, puis je sais pas quoi faire. Alors, je fais rien. C'est difficile aussi de différencier entre un signe d'alarme puis d'autres symptômes. Je sais. Mais tu as fait exactement ce qu'il fallait faire en nous appelant. Souviens-toi, Jean, hein? On t'a pas demandé de savoir la différence entre ces divers symptômes. Mais le plus important pour le moment, là, c'est que tu continues exactement à faire ce que tu fais maintenant. C'est-à-dire observer les changements qui s'opèrent, en parler à ta mère, sans oublier, bien sûr, la feuille de cotation des signes d'alarme, hein? Et après, ta mère et toi, vous décidez quand vous allez nous appeler, le docteur Martin ou moi. Ouais, ça me semble assez simple. J'aime bien la feuille de cotation. Hein. Ça permet de voir exactement ce qui se passe. Je pense que nous devrions également avoir un plan d'urgence pour vous, de sorte que vous sauriez exactement quoi faire, étape par étape, en cas de besoin. Tiens, voulez-vous jeter un coup d'œil là-dessus? C'est une bonne idée.
Nous allons remplir une partie du plan d'urgence maintenant, hein? Plus tard, tu le feras voir au docteur Martin. D'accord? Bon. À l'étape 1, tu inscris le nom et le numéro de téléphone de 2 personnes ressources. Ça, c'est les 2 personnes à qui tu aurais recours aussitôt que tu crois avoir besoin d'aide. Je suppose que ce serait ma mère ou mon père. Bien, bien. À l'étape 2, adressez-vous à un membre de l'équipe traitante. C'est probablement moi que tu appellerais, non? Oui. Bien. Alors, j'ai inscrit votre numéro de téléphone juste ici. Là. C'est exact. Et tu écris 552 1331. Bon. L'étape 3 maintenant. Si tu n'arrives pas à me rejoindre, il te faudrait appeler ton médecin, non? Le docteur Martin. Mhm. J'ai son numéro à la maison. Est-ce qu'il y a un autre médecin que vous pourriez appeler si le docteur Martin n'était pas libre? Ben, nous pourrions appeler le docteur Caron, notre médecin de famille. Hein? J'ai également son numéro chez moi. Bien. Il faudra que tu inscrives son numéro de téléphone sur la même ligne, d'accord? Bon, alors, je parle d'abord avec ma mère ou mon père. Si jamais il y a un problème, on vous téléphone. Si vous n'êtes pas là, on téléphone en premier lieu au docteur Martin, ensuite au docteur Caron, puis bon, s'ils sont pas là, qu'est-ce que je fais? Bon. Dans ce cas, arrive l'étape 4. Tu te rends à une clinique externe de psychiatrie et tu demandes à voir un médecin ou toute personne en mesure d'évaluer ton état. À quelle clinique est-ce que tu irais? Ben, à ma clinique habituelle, je pense, c'est la clinique externe de psychiatrie du CHUL. Bon. Alors, écris le nom de la clinique et tu ajouteras le numéro de téléphone plus tard, hein? Oui, je te le trouverai en arrivant à la maison. Bien. Est-ce qu'il y a une autre clinique où vous pourriez aller? Nous pourrions aller à la clinique de l'Hôtel Dieu. Hein? Mais oui, c'est bien. Je pense que ça va, ça. On arrive maintenant à l'étape 5. Si les cliniques étaient fermées, tu te rendrais directement à l'urgence d'un hôpital et tu demanderais à voir un médecin qui connaît les symptômes des maladies psychiatriques. À quel hôpital irais-tu? Ben, nous pourrions aller à l'urgence du CHUL, c'est près de chez nous. Puis bon, mais si jamais c'est fermé puis il y a un problème, ben, je peux toujours aller à l'Hôtel Dieu. Je suis déjà allé. Hein. Bien, oui, c'est bien. Bon, quand tu auras écrit tous les numéros de téléphone, tu demanderas à ta mère de mettre ses initiales ici en haut 1, d'accord, pour indiquer qu'elle a vu le plan rempli et qu'elle l'approuve. Bien. Et quand allons-nous remplir l'autre côté de la feuille? Bon. Alors, note déjà tes symptômes précurseurs dans la section du haut. Bien? Mais tu t'occupes pas de la partie du centre pour le moment, hein? Tu la rempliras plus tard quand on va parler des symptômes persistants. Quant à la section du bas, c'est le docteur Martin qui va la remplir. Quand est-ce que tu dois le revoir? C'est lundi prochain. Bon, ben c'est parfait, ça. Tu lui montreras la feuille en lui demandant de remplir la section sur les prescriptions et d'initialer le plan juste ici. D'accord? De cette façon-là, là, tu vas être certain qu'il approuve la démarche que tu vas suivre en cas de besoin. Bon, d'accord. Domaine de compétence numéro 3. S'adapter aux symptômes persistants. Bonjour Paul. Comment vas-tu? Ça va mal. C'est toujours la même vieille histoire, docteur. Tu veux dire que tu as l'impression que les gens parlent de toi et qu'ils veulent te blesser? Oui. Je ressens ça à tous les jours. Il y a des jours que c'est pire. Est-ce que tu prends tes médicaments régulièrement? Oui. Exactement comme je suis censé le faire. Peut-être qu'il faudrait encore augmenter le dosage. Je ne crois pas que ça aiderait. Souviens-toi que nous avons tenté l'expérience récemment et que non seulement ça n'avait pas aidé, mais ça avait entraîné des effets secondaires. Oui, c'est vrai. Mais j'ai peur que le fait de ne pas augmenter la médication va faire que je vais tomber malade pour vrai et
qu'il va falloir que j'aille à l'hôpital. Pas forcément. Ce que tu ressens, c'est ce que nous appelons des symptômes persistants. Oui. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, ça veut dire que les symptômes persistants ne disparaissent pas complètement, même si tu prends ta médication exactement telle qu'indiquée. Ils peuvent quelquefois augmenter en intensité ou s'atténuer. Mais de façon générale, ils sont toujours présents. L'autre jour, je parlais avec une amie. Elle est schizophrène, elle aussi, mais elle n'a pas ce genre d'impression-là. Pourquoi est-ce que moi, j'ai des symptômes, mais pas elle? Ce n'est pas tout le monde qui a des symptômes persistants. Il se trouve que toi, tu fais partie des gens qui en ont. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a rien à faire? Il est possible que ces impressions diminuent un jour, mais elles peuvent aussi être là pour un bon moment. Elles font partie de ta maladie. Mais si elles font partie de ma maladie, pourquoi est-ce que les médicaments que je prends n'ont pas aidé du tout? Au contraire, les médicaments ont beaucoup aidé. La plupart de tes symptômes sont grandement améliorés. Des fois, là, les impressions sont tellement fortes que j'arrive même pas à supporter les gens qui sont autour de moi. Ça me gâche vraiment la vie, vous savez. Il t'est encore possible de mener une vie normale et productive en dépit de tes symptômes persistants. Tu dois simplement les empêcher de nuire. Et il y a beaucoup de choses que tu peux faire pour y arriver. Mais dans ce cas-là, dites-moi qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Parce que c'est certain que je peux pas continuer à vivre comme ça. Tu sembles tout à l'envers. Il t'est arrivé quelque chose de particulier? Ouais. C'est l'autre jour au magasin. Il y avait une femme derrière un comptoir. Et moi, j'étais certain qu'elle parlait de moi. Là, je me suis mis en colère, puis j'ai crié après. Ça fait que les gardiens de sécurité sont venus, puis ils m'ont fait sortir. Pas étonnant que tu sois contrarié. Ça a dû être une expérience assez dérangeante. Pas mal, oui. Ta thérapeute, Madame Côté, enseigne des techniques particulières pour apprendre à vivre avec des symptômes persistants. Je pense que tu aurais avantage à t'inscrire à un de ces groupes. Alors, je m'attends à ce que tu l'appelles, que tu prennes rendez-vous avec elle pour t'inscrire à une de ces rencontres. Mais d'accord, c'est sûr que je veux le faire. Il faut que j'arrive à trouver tous les moyens pour m'en sortir. Aujourd'hui, on va parler de certaines choses que vous pourriez faire pour vous aider à mieux vivre avec vos symptômes persistants, de façon à ce qu'ils vous dérangent moins. Je suis bien d'accord. Bon. Alors, vous allez écrire vos symptômes persistants sur cette feuille-ci. Passe les feuilles, Paul, s'il te plaît. Mais attention, hein, les symptômes persistants ne sont pas les mêmes pour tout le monde. En général, il s'agit plutôt de symptômes, d'un ou plusieurs symptômes que vous avez ressentis quand vous étiez malade. Vous voulez dire, par exemple, entendre des voix? Oui, Ou pas vouloir être avec des gens. oui, absolument. Ou encore avoir des idées bizarres que personne ne partage. Ou encore souffrir d'anxiété ou de dépression. Je me souviens que je me sentais déprimée quand j'étais vraiment malade. Je me sens encore terriblement malheureuse. Mon médecin m'a dit que c'était un symptôme persistant. Oui, c'est vrai, Françoise. On peut dire que pour toi, la dépression est un symptôme persistant. Donc, c'est ça que tu dois écrire sur ta feuille. Est-ce qu'il faut que j'écrive dépression ou me sentir terriblement malheureuse? D'après toi, lequel des deux rend mieux ta réalité? Me sentir terriblement malheureuse, je pense. Bon. Alors, c'est ça que tu dois écrire sur ta feuille. Moi aussi, ça m'arrive de me sentir très déprimé. Dans ce temps-là, tout ce que je vais faire, c'est rester couché. Mais j'ai aussi l'impression que les gens veulent me faire du mal, parlent de moi. Le docteur Martin dit que ça aussi, c'est des symptômes persistants. Oui. Oui. Est-ce qu'il faut que j'écrive les deux sur la feuille? Absolument, Paul. Ouais. Moi aussi, il m'arrive très souvent d'être déprimé. Une autre chose un autre symptôme qui m'arrivait quand j'étais malade, c'était le fait d'entendre des voix.
Je les entends encore, là. Ils sont beaucoup moins fortes, là, mais le médecin me dit que si jamais ça empirait de communiquer avec lui, parce que ça pourrait être un signe que je fais une rechute. C'est tout à fait vrai, Jean. Rappelez-vous, hein, ce qu'on fait maintenant, c'est pour vous aider à mieux contrôler vos symptômes de façon à ce qu'ils ne deviennent pas des signes d'alarme. D'accord? Bon, Jean, sur ta feuille, tu écris voix et dépression. Maintenant que vous avez indiqué vos symptômes persistants, on va préciser la gravité de chacun. Hein? On va commencer par toi, Paul. Comment sont tes impressions quand elles te dérangent le plus, quand tu considères que c'est vraiment grave? Je suis pas capable de supporter la présence d'autres personnes. Tout ce que je sais, c'est qu'ils parlent de la façon dont ils vont me faire du mal ou me causer des ennuis. J'aurais envie de leur crier après pour leur dire de me laisser tranquille. Mais des fois, je crie pour vrai après eux autres. Oui. Les symptômes persistants peuvent être vraiment pénibles. On est bien d'accord, Paul. Alors, à grave, tu écris « Je ne peux pas supporter la présence des autres ». Maintenant, quand tes impressions te dérangent pas trop, que tu considères, toi, que c'est un symptôme plutôt léger. Je le sais que ce sont juste des impressions et que les gens ne parlent pas de moi. Alors, ça ne me dérange pas du tout d'être avec eux autres. Bon, à léger, tu écris je sais que ce sont des impressions et ça ne m'ennuie pas d'être avec les autres ». Maintenant, entre ces deux extrêmes, entre grave et léger, qu'est-ce que tu considères comme modéré? Je suis pas à l'aise avec les gens, mais j'ai pas envie de m'enfuir non plus. Je sais pas toujours qu'il s'agit d'impressions, comme dans le cas des symptômes légers, mais je sais que j'ai pas du tout envie de m'enfuir ou de crier. Bon, alors c'est ça que tu dois écrire. Et rappelez-vous, hein, le but de tout ceci, c'est de vous aider à mieux contrôler vos symptômes de façon à ce que vous sachiez comment y réagir. Bon, est-ce que vous êtes prêts à écrire vos définitions? Oui. Alors, c'est parfait. On va remplir vos feuilles. Maintenant, nous allons parler de techniques de contrôle ou de choses que vous pouvez faire quand vos symptômes persistants vous dérangent plus que d'habitude. Voici une liste d'exercices et peut-être même que vous avez déjà vos propres techniques. Toi, Françoise, qu'est-ce que tu fais quand tu te sens vraiment déprimée? La plupart du temps, je vais simplement me coucher. Est-ce que ça t'aide à te sentir mieux? Quelquefois, mais quelquefois aussi, je vais encore plus mal. Bon, alors écoute, jette un coup d'œil sur la liste où c'est écrit dépression et dis-moi si tu as déjà essayé un de ces exercices. Oui. Je suis déjà allée rendre visite à une amie. Puis le fait de lui parler, ça m'avait fait beaucoup de bien. Bien. Maintenant, est-ce que vous pouvez penser à quelque chose qui pourrait aider dans ces situations-là aussi? Mais pourquoi pas faire de l'exercice? Moi, ça m'arrive que quand je me sens abattu, de sortir puis de faire quelque chose, ça m'aide de bouger. Peut-être que tu pourrais essayer ça. Ouais. Je pourrais faire du vélo. Mais oui, c'est une excellente idée, ça, Jean. Et toi, qu'est-ce que tu fais, comme technique quand tu entends des voix? Si je prête attention à ce qu'il y a autour de moi et que je pense à ça, plutôt que d'entendre les voix, mais ça m'aide, ça va mieux dans ce temps-là. Je pense que c'est un bon moyen. Maintenant, as-tu déjà essayé une des techniques qu'il y a sur la feuille ici? Fredonner ou chanter. Oui. Mais ça me semble bizarre, là. Mais fredonner, ouais, je pourrais peut-être l'essayer, voir si ça peut m'aider. Mais j'irais peut-être plus au cinéma, là. Bon, mais c'est parfait, ça aussi. Mais rappelez-vous, les techniques qui sont là sont seulement des suggestions. Vous choisissez ce qui fait votre affaire. Et puis, s'il y a une technique qui ne marche pas, vous pouvez toujours en essayer une autre,
Est-ce que vos symptômes empirent dans certaines situations? Moi, vous savez, j'ai remarqué que les impressions désagréables augmentent à chaque fois que je suis dans un endroit achalandé et que je dois rester immobile. À l'épicerie, par exemple, à chaque fois qu'il faut que je fasse la file. Moi aussi, mes voix augmentent quand je fais la queue. Par exemple, à la banque ou dans un endroit où il y a beaucoup de monde. Là. Je vois. Puisque vous savez que dans certaines circonstances, vos symptômes peuvent empirer, est-ce que ce ne serait pas une bonne idée pour vous de vous y préparer? Hein? Jean et Paul, vous ressentez les mêmes impressions désagréables dans les mêmes situations. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour vous aider? Ben, c'est écrit et discuter avec les voix. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que tu peux avoir une conversation intérieure avec toi-même. Ah, pas fort. Tu te parles à toi-même. Tu dis, par exemple, je sais que ces voix-là sont pas réelles, je veux qu'elles disparaissent. Hein? Toi, Paul, tu pourrais peut-être utiliser la même méthode. Qu'est-ce que tu pourrais te dire quand tes impressions désagréables t'assaillent trop fort? Je pourrais dire, les impressions désagréables augmentent parce que je suis dans un endroit achalandé. Et là, je pourrais leur parler et dire, impression désagréable, laissez-moi tranquille, il n'y a personne qui veut me faire du mal. Bravo, c'est absolument ça. Pourquoi tu n'essayes pas de parler avec quelqu'un dans la file? Je sais pas. D'habitude, je trouve pas grand-chose à dire. Moi non plus. Ben moi, je trouve ça long, faire la queue au supermarché. Pour tuer le temps, des fois, ça m'arrive de parler avec la personne qui est en arrière de moi. Par exemple, je peux faire des remarques sur le fait que la file est très lente. Peut-être que tu pourrais essayer. C'est pas tellement difficile, vu que personne ne te connaît, et puis tout le monde déteste ça, faire la queue. Oui, c'est vrai. Je pourrais peut-être essayer ça. Bravo, Françoise, c'est un excellent conseil. Et rappelez-vous que vous pouvez toujours quitter la file si ça ne marche pas, chercher un petit endroit tranquille pour vous calmer. Je ne sais pas si je vais réussir à me souvenir de tout ça. Moi non plus. Bon, inquiétez-vous pas. Avant de quitter la réunion aujourd'hui, vous allez choisir quelques techniques de contrôle pour chaque symptôme persistant. Vous allez les écrire sur votre fiche de contrôle et cette fiche-là, vous allez la garder tout le temps avec vous. Est-ce que vous avez tous votre plan d'urgence avec vous? Oui. Oh, excellent. Est-ce que je peux y jeter un coup d'œil? Bien. Maintenant, vous allez tourner la feuille et on va remplir la section des symptômes persistants et techniques de contrôle. Vous allez inscrire vos symptômes persistants d'un côté et vous allez inscrire les techniques que vous avez choisies pour tenter de contrôler chacun d'eux. Moi, j'ai rien qu'un symptôme persistant et il y a 4 lignes blanches. Ah, c'est pas grave, Françoise. Tu laisses les autres lignes en blanc, hein? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont essayé des techniques de contrôle depuis la dernière réunion? Moi. Oui. L'autre jour, je suis allé au cinéma et mes voix ont recommencé à se manifester lorsque j'étais dans la file. Il y avait beaucoup de monde. Et je me suis rappelé les techniques d'adaptation. Alors, je me suis mis à fredonner. Puis, ça a fonctionné. J'étais content. Bien. Moi aussi. L'autre jour, je me suis encore retrouvé dans une file à l'épicerie et j'ai commencé à me sentir inquiété. Mais là, j'ai pensé de parler à la dame qui était derrière moi. Elle était très gentille et ça m'a fait beaucoup de bien. Qu'est-ce que tu lui as dit? Ah, tu sais, je lui ai juste dit qu'il faisait chaud et que la file était très longue. Elle était d'accord avec moi et elle s'est même permis de faire une farce à propos du commis. Hey, c'est génial, Paul. Ben oui. Je vais essayer ça la prochaine fois. Bon, eh bien, il semble que les techniques de contrôle vous aident vraiment, hein? Je suis très heureuse d'apprendre ça. Mais rappelez-vous, plus vous allez les utiliser, plus vous allez vous en rappeler. Hein? Maintenant, je pense que vous êtes prêts à passer au contrôle des symptômes persistants. Je vais vous donner une autre feuille.
Voilà. Tiens, Ça ressemble exactement à ma feuille de cotation des signes d'alarme. oui, oui, c'est semblable. Mais sur cette feuille, vous allez inscrire vos symptômes persistants et la façon dont vos techniques de contrôle fonctionnent. Domaine de compétence numéro 4. Éviter l'alcool et les drogues. Aujourd'hui, on va insister sur l'importance d'éviter la consommation de drogue et d'alcool. Vous savez que c'est pas bon pour vous, hein? Oui. Oui. Pouvez-vous me dire pourquoi c'est une bonne idée de ne pas le faire? Parce que c'est pas bon pour moi. Ça risque d'annuler l'effet de mes médicaments. Et je risque de retomber malade et de me retrouver encore à l'hôpital. Tu as tout à fait raison, Jean. C'est une des principales raisons pour lesquelles les gens atteints de schizophrénie ne devraient pas boire ni prendre de l'alcool. Est-ce qu'il y aurait une autre raison? Ça peut empirer mes effets secondaires. Oui, Paul. L'alcool et la drogue peuvent perturber l'effet attendu de vos médicaments. Par conséquent, dire non à l'alcool et à la drogue permet un meilleur traitement de la maladie et permet également d'éviter la rechute. Et toi, Françoise? Bien, on est en meilleure santé aussi. Moi, je me sens beaucoup mieux depuis que j'ai arrêté de prendre la coke. C'est comme moi. Mon esprit est beaucoup plus clair quand je bois pas. Bon, je le sais que je devrais pas consommer de la drogue ou de l'alcool, là, mais j'ai peur que si je dis non, de perdre mes amis. Et puis, ben ça me crée un gros problème à toutes les fois, ça. Ah oui, je le sais ce que tu veux dire. Moi, j'ai jamais de difficulté à dire non une première fois, mais si les gens insistent, j'ai peur de les froisser. C'est vrai. Moi, j'ai déjà eu des grosses discussions à propos de ça. Ah oui, ils vous font sentir que vous êtes de trop si vous consommez pas. Moi, j'ai peur d'être obligée de recommencer à prendre la coke si les gens refusent d'accepter un non comme réponse. Si je comprends bien, vous devez refuser plus qu'une fois. Oui. Ah oui, et je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire si les gens insistent. Tu pourrais peut-être leur dire la vérité. Vous voulez dire que je suis atteint de schizophrénie et que l'alcool ou la drogue, c'est pas bon pour moi? Pourquoi pas? Si cette personne-là se dit être véritablement votre amie, elle ne voudra pas vous pousser à faire quelque chose qui est dangereux pour vous, il me semble. Oui, mais qu'est-ce qui va arriver si cette personne-là ne nous croit pas quand on dit que c'est mauvais pour nous? Ah, ça, c'est une bonne question. Est-ce que quelqu'un a une idée là-dessus? Ben, je pense que tu devrais lui dire clairement que t'as pas du tout l'intention de consommer soit de l'alcool ou de la drogue avec, là. Puis que vous allez faire plutôt n'importe quoi d'autre à la place. Oui, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse si ça marche pas? Fâche-toi, puis envoie-la promener. Françoise, tu pourrais peut-être dire à cette personne-là les sentiments que ça provoque chez toi, son insistance à vouloir te faire prendre de l'alcool ou de la drogue. T'as pas besoin de crier pour ça, hein? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Bien, je pourrais dire à la personne que je croyais qu'elle était mon amie, mais qu'elle ne se conduit pas en amie et que j'aimerais qu'elle arrête d'essayer de me convaincre de faire quelque chose que je veux pas faire parce que ça m'ennuie beaucoup. Bravo, bravo, c'est tout à fait ça, Françoise. Bon, on va revoir les 5 points qu'on a abordés aujourd'hui, d'accord? Les 5 étapes pour dire non à l'alcool et à la drogue. Premièrement, si quelqu'un vous propose de l'alcool ou de la drogue, vous commencez d'abord par dire non. Deuxièmement, si la personne insiste, vous continuez à dire non. Troisième étape, si ça ne marche pas, vous dites la vérité. Vous dites que vous êtes atteint de schizophrénie, que vous prenez des médicaments et que c'est dangereux pour vous. Quatrièmement, à la place, vous proposez quelque chose de concret, comme aller au cinéma, aller manger au restaurant. Cinquième et dernière étape, si tout ça, ça ne fonctionne pas, hein, vous dites à la personne ce que ça provoque chez vous comme sentiment, son attitude à elle. Blessé, déçu,
ou fâché. Et vous le lui dites clairement. D'accord? Vous Ouais. avez compris? Oui. Ouais. Bien. Je vais vous passer une feuille qui comprend la liste des 5 étapes pour dire non. Après la réunion, relisez-la souvent, hein, cette liste-là, pour les cas où vous en aurez besoin. Est-ce que ça vous arrive d'avoir envie de boire quand vous êtes seul? Ouais, moi, ça m'arrive. Quand je me sens déprimé, là, ou je trouve le temps long, j'ai le goût de prendre un verre ou deux. Bon. Alors, qu'est-ce que vous faites quand ça vous arrive? Parce qu'il y a des gens pour qui c'est un problème, ça. Alors, vous, qu'est-ce que c'est votre solution? Moi, s'il fait beau, je sors prendre une marche ou encore j'ouvre simplement la télévision. Moi, si je m'ennuie, je téléphone à une amie ou je vais faire une longue promenade à bicyclette. Je pourrais travailler dans le jardin. J'avais oublié que j'aime bien le jardinage. Comme moi, j'aime bien la musique, alors je pourrais écouter des bonnes chansons. Bravo. Vous êtes en train de suggérer que des activités constructives sont un bon moyen de remplacement à l'alcool et à la drogue. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par activité constructive? Eh bien, je veux dire des activités que vous pouvez faire qui sont utiles et productives, comme écouter de la musique, faire de l'exercice, du jardinage ou faire n'importe quoi que vous aimez. Ce sont d'excellents moyens pour éviter de consommer de l'alcool ou de la drogue. Maintenant, je vais vous donner une liste d'autres activités constructives que vous pourriez essayer. Et cette liste-là contient peut-être des idées auxquelles vous n'avez pas pensé. Salut, salut! Ah, salut Pierre. Ah, salut, c'est le fun de te voir. On joue au 8. Veux-tu jouer avec nous autres? Ouais, ouais, Prends-toi ouais. un café. Du café? J'ai quelque chose de bien meilleur que du café. Tiens, prends-toi une bière. Ah, merci Pierre, mon café suffit. Ben voyons, une petite bière, ça te fera pas de tort. Non Pierre, je bois plus. Mais qu'est-ce que tu veux dire, boire? Il s'agit seulement d'une bière. Écoute, je prends pas aucune sorte d'alcool, même pas de la bière. Mais qu'est-ce qui te prend? Mais t'es bien cassé de veiller. C'est quoi ça, une bière? Écoute Pierre, je ne peux pas boire. J'ai une maladie qui s'appelle la schizophrénie. Puis je prends des médicaments pour me soigner. Si je prends de l'alcool, mon état peut empirer. Je trouve que t'as l'air bien, moi. Oui, là, je vais bien, mais on sait jamais, ça peut changer. S'il te plaît, insiste pas. Joue aux cartes avec nous autres. On a du très bon café. Bon, ben, OK, je vais jouer aux cartes. Ah, salut, Pierre. Allô, Françoise. Assieds-toi. Veux-tu un café? Hey, regarde un peu ce que j'ai. De la coke. Je peux pas. Bon, voyons, une petite ligne, là. Non, non, je t'ai dit non. Ben, voyons, t'adores ça? Écoute, je suis atteinte de schizophrénie, moi aussi, comme Paul. Puis, je peux plus prendre de coke. Alors, oublie ça. Prends un café à la place. Hey, de la poudre, c'est bien plus agréable, tu te rappelles pas? Hey, ça suffit, là. OK. J'arrête dès qu'on aura fait une ligne ensemble. Ça marche? Hey, je t'ai dit d'arrêter. Bon, je peux plus en prendre de coke. Je veux pas. C'est bien simple. J'étais contente de te voir, là. Là, je suis toute bouleversée. Je suis fâchée. OK, là, ça va. T'as pas besoin de te mettre dans tous tes états. Moi, je demandais, c'est tout. N'offre pas avec ça. On est des amis, des bons amis. On se connaît depuis longtemps. On peut le rester, amis. Sauf qu'on peut plus faire de coke ensemble. Ben, ça va. Je vais prendre un café.